Si vous mangez un produit avec un index glycémique, disons, à 40, c'est une échelle de 0 à 100, mais que vous en mangez beaucoup, ça aura plus d'impact que si vous mangez un tout petit peu d'un aliment qui a beaucoup d'index glycémique à 80. La quantité est importante. Ce qu'il faut, c'est mesurer l'index glycémique d'un repas total. Et là où ça se complique, si vous mangez des fibres, ça va compliquer le travail d'extraction du sucre et donc l'index glycémique va baisser. AVS avec Philippe Robichon. Alors, votre santé, le micro est maintenant ouvert et on peut accueillir le docteur Réginald Alouche. Comment allez-vous, docteur ? Écoutez, ça va très très bien. Bien, très bien. Parfaitement à l'heure, il fait beau. Il fait beau, je suis à l'heure. Ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Vous avez écrit un best-seller qui s'appelle La méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie. C'est chez Albin Michel. Et à noter que sur vos réseaux sociaux, docteur Alouche, vous proposez tous les mois une sélection de produits frais de saison pour répondre aux besoins nutritionnels de ceux qui nous écoutent. Chaque année, c'est la même chanson. Comment perdre du poids vite et bien, rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est l'appel des neurosciences. J'ai vu un nouveau régime, ça s'appelle mincir durablement grâce aux neurosciences. C'est bien, neurosciences. C'est bien. Voilà, c'est méthode meilleure. C'est bien, mais, c'est bien qu'il y ait des choses nouvelles. En fait, vous savez, il y a plusieurs chemins pour aboutir au même endroit. Donc il ne faut pas être dogmatique. Il ne faut pas dire ce régime il est bien, ce régime il n'est pas bien. Ça ne sert à rien. Mais il faut un peu de nouveau tous les ans. Il faut un peu de nouveau tous les ans parce que les gens ont besoin de nouveautés. Ils sont plein de bonnes résolutions parce que les bonnes résolutions c'est effectivement le 1er janvier, mais c'est aussi dès qu'approchent les beaux jours. Parce là, cette semaine avec le soleil qu'il a fait. Voilà, on va aller se balader, on va aller sur la plage, et puis on a un méchant virus qui nous a quand même pourri la vie pendant 2 ans et qui va, j'espère, se calmer un petit peu et arrêter de muter et de faire ses dernières batailles. Voilà, en tout cas, c'est ce que je souhaite pour tous nos auditeurs et nous-mêmes. Bien. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les index glycémiques pour perdre du poids ? Visiblement, l'allégation que les diètes à faible index glycémique sont la clé pour perdre du poids demeure controversée. Faut dire qu'à l'origine, c'était pas des diètes, et en tout cas, les index, quand ils ont été créés, n'étaient pas faits pour perdre du poids. Non. En fait, les index glycémiques, c'est tout simplement les éléments d'une recherche qui a été menée depuis, on va dire, je pense que les ouvrages ont commencé à sortir dans les années 2000, les travaux ont commencé réellement en termes de recherche dans les années 90, et en fait, c'est un sujet polémique parce que c'est un sujet dont le titre lui-même pose mal le problème. Je vous explique pourquoi. Qu'est-ce que c'est qu'un index glycémique ? Un index glycémique, c'est l'impact que va avoir un aliment contenant des sucres, quels qu'ils soient, simples ou complexes, on reviendra tout à l'heure là-dessus, sur ce concept, l'impact qu'aura ce sucre sur l'augmentation de la glycémie. Je rappelle, la glycémie, glucose, le sucre, hématie, globule rouge. C'est la quantité de sucre qu'il y a dans votre sang. On la mesure en général à jeun, toujours à jeun. C'est-à-dire qu'en fait, le repas de la veille est bien passé parce qu'au bout de 6 à 8 heures, le repas est définitivement passé. Et donc, la glycémie normale se situe entre 0,8 à 1,05 grammes par litre. Voilà, il y a tant de grammes par litre dans le sang. C'est la glycémie de base dont on a besoin pour rester en vie. Et cette glycémie, elle est régulée par un organe, vous le savez maintenant, qui est le foie. C'est lui qui régule la glycémie. Voilà. Donc, quand on a une glycémie normale, tout va bien. Après, il y a des gens qui se réveillent le matin et qui ont une glycémie à 1,10, 1,15. Elle est anormale, mais elle n'est pas encore le signe du diabète. Parce que vous savez que le diabète, on le définit, le diabète de type 2, il est défini par 2 glycémies à jeun supérieures à 1,26 g par litre à 15 jours d'intervalle. Quand on est à plus de 1,26 g par litre, eh bien à ce moment-là, on a un diabète de type 2. Mais la zone grise entre 1,05, 1,06 et 1,26, eh bien, c'est la zone qu'on appelle l'insulinorésistance, intolérance au glucose, ou plus simplement le prédiabète. En fait, c'est déjà le début du diabète. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible à ce moment-là. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que l'index glycémique ? C'est le calcul de l'impact qu'aura un aliment avec du sucre sur l'augmentation de votre glycémie comparée au sucre pur. Oui. On prend une base 100, on dit que 100 c'est le sucre pur. On mesure, on fait
pour mesurer l'index glycémique, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des glycémies régulières chez un individu qui a mangé, par exemple, un bout de baguette. Ça va faire une courbe, puisque la glycémie, quand vous mangez, va monter. Ensuite, elle va descendre, puisqu'il y a la présence de cette hormone qui fait rentrer le sucre dans les cellules qui s'appelle l'insuline. Donc, la courbe monte, elle descend. Et bien, on compare cette courbe avec une courbe type où on a consommé du glucose pur. Et la différence de surface de l'un par rapport à l'autre, ça fait un chiffre. C'est pour ça que les index, c'est des chiffres sans unité. Parce que c'est un rapport entre une surface type et la surface de l'aliment. Voilà. Alors pourquoi c'est polémique ? Pour une bonne raison. C'est que l'index tout seul, ça ne veut rien dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah, c'est pour ça que c'est polémique ? Ben non, c'est polémique parce que le vrai chiffre, c'est la charge glycémique. Je vous explique. Si vous mangez un produit avec un index glycémique, disons, à 40, c'est une échelle de 0 à 100, mais que vous en mangez beaucoup, ça aura plus d'impact que si vous mangez un tout petit peu d'un aliment qui a beaucoup d'index glycémique à 80. Vous comprenez ? La quantité est importante. Et donc, la réalité, c'est la charge. Et la charge, c'est l'index glycémique multiplié par la quantité d'aliments divisé par 100. C'est comme ça qu'on peut vraiment faire de la science. Alors, malheureusement, pour des raisons, si vous voulez, de simplification, parce que vous avez vu la complexité, j'ai mis un quart d'heure à vous l'expliquer, on a tenu compte uniquement de l'index. Oui, mais cette question de charge, on la définit par quoi ? Par repas, par jour ? Comment est-ce qu'on la définit ? Par exemple, comment est-ce qu'on définit la charge que devrait avoir un individu plutôt qu'un autre ? Alors, on sait qu'aujourd'hui, ces charges, pour un repas ou pour une journée complète, c'est entre 80 et 120. Alors, tout ça, c'est très ésotérique, mais je reconnais là votre pugnacité et le fait que vous connaissez bien vos sujets quand vous nous interviewez. Non, je le dis parce que attendez, ça va venir. C'est assez rare, je dois avouer. Et en fait, ce qu'il faut, c'est mesurer l'index glycémique d'un repas total. Alors, et là où ça se complique, c'est que si vous mangez en même temps des fibres, d'accord ? Si vous mangez des fibres, ça va compliquer le travail d'extraction du sucre et donc l'index glycémique va baisser. Est-ce que je suis clair ? Les fibres, c'est quoi ? C'est les légumes verts. Ça peut être d'ailleurs les légumineuses qui sont très riches en fibres, lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, voilà, fèves. Ça a des fibres qui vont diminuer l'index glycémique de tout le repas. C'est-à-dire qu'en fonction des combinaisons qu'on fait des aliments, on peut avoir une influence sur l'index glycémique et donc sur la charge. Exactement. C'est pour ça que dire tel aliment a tel index, ça ne veut rien dire du tout, parce que au fond, il faut voir quelle est la globalité du repas. Par contre, si vous prenez un petit déjeuner et que vous mangez qu'une seule chose, l'index glycémique de ce que vous mangez va avoir un impact sur l'augmentation de la glycémie. Voilà. Donc il faut choisir les bons aliments, il faut aussi bien les préparer, puisqu'on le verra dans cette émission. Voilà, la façon de préparer les aliments a une influence et une incidence sur l'index glycémique, et puis il faut bien les combiner, puisque certaines combinaisons font baisser les charges. Exactement. Donc la cuisson, en gros, la cuisson d'un aliment riche en sucre augmente son index glycémique. Et d'ailleurs, le fait de le refroidir ou de le mettre au frigo pendant une nuit va faire ce qu'on appelle la rétrogradation des amidons. Les amidons, c'est en fait, c'est un nutriment qui contient beaucoup de sucre et qu'on trouve dans les céréales, dans le pain, dans les légumineuses, dans les féculents. Donc, alors moi, justement, sur les amidons, j'ai lu, et finalement, si on veut que l'index glycémique soit bas, il faut que l'amidon soit plus chargé en amylose qu'en amylopectine. Pectine, oui. Hein? Oui. En fait, il y a deux types d'amidon. Alors ça, c'est une donnée absolument fondamentale, qui est assez peu connue. Et personnellement, quand j'ai écrit mes livres, j'ai toujours cherché des données là-dessus, et franchement, il y en a très très peu. Alors, on va essayer de... Il y a un monsieur qui s'est intéressé beaucoup à ça, c'est Michel Montignac. Michel Montignac, oui. Alors, Michel Montignac, qui a fait une superbe carrière en termes d'écrivain. Qui a fait perdre des tonnes aux Français. Perdre des tonnes. Parce qu'il a remis au goût du jour deux choses. Au début, le dissocier, c'est-à-dire de dissocier gras et sucre, puisqu'on sait que quand on mange gras et sucre en même temps, eh bien, à ce moment-là, il va y avoir une prédisposition du foie à devenir gras. Et deuxièmement,
il a très tôt travaillé sur les index glycémiques. Et c'est très très drôle parce que c'était pas un médecin, Michel Montignac. C'était un cadre de l'industrie pharmaceutique. Mais il avait, je dis malheureusement il avait parce qu'il est décédé, mais il avait ce bon sens et ce sens aussi de l'explication et de la pédagogie. Et c'est ça qui a fait la réussite de cette méthode, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que le dissocié, c'est comme tous les régimes un peu flash. Ça marche très bien, mais à tenir au long terme, c'est très, très compliqué. Et puis, il y a eu des dérives. Parce que quand on dit, par exemple, manger le gras sans le sucre, eh ben, ça veut dire qu'on va manger que du gras à un repas. Manger que du gras à un repas, c'est pas extraordinaire et c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire, d'autant qu'après, vous avez des tas de facteurs qui entrent en ligne de compte. C'est par exemple le pylore. Vous savez, l'estomac qui doit se vider. Quand il a des régimes trop gras, il ne va pas se vider. Donc les gens vont avoir une surcharge à l'estomac, ils vont avoir des renvois qui sont assez peu sympathiques, ils vont se sentir lourds. Vous voyez, il n'y a pas que... On ne peut pas dire, il n'y a qu'à Faucon. Il n'y a qu'à Faucon. Ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Bien. Alors donc sur l'amidon, l'amylose et l'amylopectine. Oui, oh là là, je m'éloigne. Oui, tout à fait. Alors l'amylose et les végétaux et les céréales particulièrement sont plantés dans le sol. Ça ne vous a pas échappé. Donc il faut qu'elles fassent des réserves si elles veulent vivre, parce qu'elles ne peuvent pas prendre leurs petits pieds, leurs petites racines et aller ailleurs dans une terre meilleure. Donc pour ça, il y a un nutriment particulier qui s'appelle l'amidon, qui est la réserve de sucre des végétaux. Voilà, la réserve de sucre des végétaux s'appelle l'amidon. Qu'est-ce que c'est ? C'est des petits glucoses. Vous savez que le glucose, c'est ce qui permet de faire notre énergie. C'est pour ça qu'on en a besoin. C'est un sucre. Ose, ça veut dire sucre. Glucose, fructose, saccharose, lactose, amylose. Voilà. Sauf que l'amylose est aussi une maladie. Voilà. Là, oui, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Mais ça peut être un sucre. Alors donc, en fait, vous avez sa façon de stocker le sucre pour le végétal. Eh bien, c'est l'amidon. Et l'amidon, il y en a deux sous-catégories. Il y a l'amylose et l'amylopectine. L'amylose, en fait, c'est un problème de ce qu'on appelle de rhéologie. C'est un problème de structure. L'amylose, c'est une espèce d'ellipse comme ça, qui s'entoure sur elle-même, qui se bobine, et dans lequel vous avez des millions de glucose attachés. Et l'amylopectine, c'est un espèce de cerisier avec du glucose qui est pendu comme ça. Voilà. Donc, vous avez compris, quand vous avalez de l'amylose, il va falloir, c'est une hélice, c'est coupé, il va falloir couper, ça va être compliqué, donc le sucre va passer moins vite, le glucose va passer moins vite dans le sang que l'amylopectine. En fait, ça tombe et ça va directement dans le sang. Et c'est ce qui fait la principale différence entre ce qu'on appelle les légumineuses et les féculents. Les légumineuses ont à peu près un ratio de 50% d'amylose, amylopectine. Mais bien entendu, c'est pas que de l'amylose et de l'amylopectine, les légumineuses. Ça a un très gros avantage, c'est que c'est très riche en fibres. Donc vous avez de l'amidon, des fibres, des vitamines, un peu de protéines. Dans les féculents, comme par exemple les pommes de terre, le riz, les pâtes, vous avez principalement 80 à 90% d'amylopectine. Voilà. Donc vous comprenez bien que les féculents vont avoir un impact plus important sur l'augmentation de la glycémie. Avec en plus toujours un petit addendum, c'est que plus vous les cuisez, plus c'est du sucre. Vous savez, quand vous faites du riz et que vous le mettez à la casserole, le riz en dessous, celui qui est en dessous, la partie du riz qui est en dessous, qui touche la casserole, eh bien, elle va chauffer beaucoup plus qu'il ne faudrait. Et à ce moment-là, c'est du sucre pur, puisque vous aurez cassé, en chauffant, vous cassez les liaisons. Vous savez, imaginez-vous un fil avec des perles, un collier de perles, et les perles sont enfilées sur un fil. Voilà, c'est ça l'amidon. Eh bien, si vous cassez le truc, toutes les perles tombent et vont directement sur le sol. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Et donc, il y a la différence entre amylose et amylopectine. Donc, il faut toujours favoriser les aliments qui sont riches en amylose. Donc, en amylose, vous avez les légumineuses, je viens de les citer. Elles ont très mauvaise presse. Mais vous savez pourquoi, historiquement ? Parce que pendant la guerre, les Allemands, c'est l'histoire vraie, demandaient des quotas de céréales aux Français. Et donc, il leur restait les légumineuses. Il leur restait les lentilles, les pois chiches, les topinambours, enfin, tout ce qui n'était... Voilà. Et depuis, ça a une image de... légumes de pauvres. De légumes de pauvres, voilà, exactement. On dit un plat de lentilles. Voilà. Alors que ce sont des trésors.
C'est-à-dire que c'est pas cher et c'est encore meilleur que tout le reste. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut... Vous savez, vous avez parlé des régimes. Je pense que la règle absolue, c'est d'avoir une bonne routine alimentaire et des exceptions. Hein, ça, je le dirai jamais assez. Plus vous mangez routinier, et moins vous mangez. Alors, on va voir avec le docteur Alouche ce matin comment on va utiliser ces fameux index glycémiques et cette charge pour perdre du poids quelques jours. Vous êtes venu avec des tableaux, peut-être? Oui, non, je suis venu avec... Il y a un bouquin qui a été écrit dans les années 2000. La référence, c'est Jenny Brand-Miller, qui est une chercheure australienne, et qui a écrit probablement la référence sur l'index glycémique. Je ne sais pas si on peut le trouver, j'en ai trouvé un d'occasion là. Ça s'appelle Index glycémique, un allié pour mieux manger. Donc, bon, je ne sais pas s'il existe encore, mais c'est un livre qui est une vraie référence, parce qu'il y a tous les tableaux. Allez, profitons de la présence ce matin du docteur Réginald Alouche qui est avec nous. Alors, on parle des index glycémiques. Vous avez évoqué cette question de la charge glycémique. Oui. La question, c'est de savoir, parce qu'il y a de plus en plus de stars qui disent qu'elles suivent le fameux régime index glycémique bas et qui les a fait mincir. Est-ce qu'on perd du poids ou ça ne fait pas perdre de poids, docteur Alouche? Là, vous avez posé une question tout à l'heure intéressante, c'est qu'est-ce que je dois faire pour perdre les 3-4 kilos avant l'été? En fait, perdre 3-4 kilos, moi je trouve ça légitime. C'est-à-dire qu'on a, pendant l'hiver, naturellement, on stocke. C'est normal, parce qu'on a des rythmes qui nous viennent du néolithique. Et donc, il est normal de stocker pour notre métabolisme. Donc, il faut perdre ces 3 kilos. Pour les perdre, ces 3-4 kilos, il faut, en fait, signer un pacte avec et décider que le sucre devient votre meilleur ami. Ah. Voilà. Pourquoi? Ouais. Parce que vos ennemis, vous savez très bien quoi faire. Vous ne les supportez pas, vous mettez les distances et vous faites en sorte. Les amis, il y a des amis qui sont extrêmement collants. Et le sucre en est un. C'est-à-dire que cet ami-là, il faut lui dire, tu es mon ami, mais je vais te tenir à distance. Je vais pas jouer avec toi parce que si tu m'envahis, j'ai plus de vie. Vous connaissez ces amis qui sont tout le temps là et qui font ça pour vous. Ils sont tellement gentils, ils sont tellement machins que vous n'osez pas et ils restent des heures à table et vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Ils vous appellent, ça dure 1 heure les messages. Vous connaissez tout ça? Vous souriez. Voilà. Et bien le sucre, c'est pareil. Il colle de partout. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre quel est le contenu de sucre des aliments que vous mangez et décider d'avoir un pacte avec ce sucre en disant « je t'aime bien mais de temps en temps ». Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend la table des index glycémiques. Alors, j'ai dit tout à l'heure que les index, ce n'était pas la réalité physiologique, puisque la réalité physiologique, c'est la charge glycémique plus les fibres qu'on peut mettre dans un repas. Alors, on rappelle que sur une journée, on doit être entre 80 et 120, c'est ça? C'est-à-dire que dans une journée, en charge glycémique, entre 80 et 120. Mais très sincèrement, vous pensez que tous nos auditeurs vont prendre une table et devenir obsessionnels et mesurer et trucs? Si on fait ça, c'est pas ça le but. Le but, c'est prenez la table des index. Bon, dans mon livre, j'en ai une, page 182. Et parce que dans tous mes livres, j'ai toujours parlé des index. Ça fait 20 ans que je parle des index. Ça fait 20 ans que j'essaye de mobiliser nos pouvoirs publics pour que les index soient affichés. Pourquoi? Parce que le plus... je ne sais pas comment vous dire ça. C'est qu'il vaut mieux, en fait, acheter dans votre caddie des aliments à index glycémique bas et les assembler, plutôt que d'acheter des produits à index glycémique élevé. Alors, qu'est-ce qui est bas, qu'est-ce qui est élevé? En général, sur une échelle de 0 à 100, qui est celle de... Donc 100, je rappelle, c'est le sucre pur. Eh bien, il vaut mieux privilégier tous les aliments qui ont un index glycémique inférieur à 55. Si vous consommez des sucres et des aliments à index glycémique inférieur à 55, en quantité raisonnable, et que vous ne les cuisez pas trop, vous avez gagné. Voilà, c'est ça. En une phrase, pour résumer, c'est ça. Les index glycémiques, c'est vraiment, vraiment... ne mangez pas de sucre sans connaître l'index glycémique. Parce que comme ça, vous saurez à quoi vous attendez. Par exemple, on prend souvent l'exemple des céréales du petit déjeuner. Il y a des céréales du petit déjeuner qui ont un index glycémique. Qui portent mal leur nom d'ailleurs, parce que ce n'est pas toujours des céréales d'ailleurs. C'est pas toujours, effectivement, ce ne sont pas toujours des céréales. Il y en a qui sont avec un index glycémique au plafond, et puis il y en a d'autres qui ont un index glycémique bas. Si on prend l'exemple du du maïs soufflé par exemple. Le maïs soufflé, comme il a subi une extrudation et il a été chauffé, il a un index glycémique très élevé. Tout ce qui est soufflé, ça effectivement. Voilà, parce qu'il a été travaillé. Plus vous êtes proche du produit brut, et moins l'index glycémique va être élevé. Plus on travaille un sucre, en gros, plus
son index glycémique va augmenter. Hein. Alors, vous parliez du riz, par exemple, tout à l'heure. C'est vrai qu'on fait beaucoup de salades de riz l'été. Tous les riz ne se valent pas au niveau de l'index glycémique. Il y a des riz qui sont plus chargés que d'autres, par exemple. Quels sont les riz qu'on peut conseiller à ceux qui nous écoutent et qui aiment le riz ? Alors, tout à l'heure, on a parlé de la différence entre amylose et amylopectine. Oui. Et c'est ça qui va fixer quel riz. Le riz que moi, je recommande, c'est le riz basmati et c'est le riz long grain, le camarguais. Ce sont des riz qui ont un index glycémique qui va dépendre d'abord de la quantité d'amylose et d'amylopectine. Donc, c'est le moins pire, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de riz. Ça veut dire que si vous mangez des féculents, par exemple, on peut manger Alors, je sais que je vais horrifier la terre entière en disant ça, mais quand j'entends les gens dire il faut manger un plat de féculents à midi et le soir, c'est des recommandations qui sont données dans beaucoup d'établissements. Là, ça me fait hurler. Vous avez des gens qui sont diabétiques, c'est-à-dire le sucre pour eux, c'est juste un poison, mais il faut qu'ils en mangent tous les jours. Alors ça, c'est un concept qui m'étonne. Alors on me dit oui, mais il faut qu'il y ait un système de remplissage. On peut le faire avec des légumineuses, on n'est pas obligé de le faire avec des féculents, je rappelle, mais les légumineuses, ça nécessite une préparation. Je vous rappelle que les lentilles, il faut les faire pré-germer, donc il faut les mettre dans de l'eau, changer l'eau, il faut les mettre au moins une nuit. Ah ouais, non, mais et les haricots, c'est la même chose, parce que comme ça, on les ramollit, ça permettra une cuisson plus rapide et donc moins destructrice et donc moins inflationniste sur l'index glycémique. Vous voyez ? Donc en fait... Finalement, oui, faire tremper, c'est bon pour la cuisson. Ah mais c'est excellent, puisque ça va permettre de ramollir la légumineuse qui a souvent une coque. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a un index glycémique bas, parce que la coque, quand vous la mâchez, eh bien, il faut extraire les éléments de la coque. Et donc, ça va permettre même, si vous pouvez, jusqu'à les pré-germer pour les lentilles. À ce moment-là, elles seront beaucoup plus digestes et elles auront beaucoup plus d'effets... parce qu'il y a des protéines aussi dans les légumineuses. Il y a beaucoup de protéines dans les légumineuses. Dans les légumineuses, il y a 25% de protéines. Il y a en gros 50% de sucre, donc plutôt sous forme d'amylose que d'amylopectine, donc un amidon plutôt sympa. Et voilà. Le problème, c'est que l'image des légumineuses, c'est pas une très très belle image. Le topinambour, la lentille, le flageolet, les fèves, tout ça, c'est pas, et le pois chiche, c'est les plats de pauvres. Et ben les plats de pauvres, aujourd'hui, dans un monde de richesse alimentaire, et ben les plats de pauvres, c'est les meilleurs. Le riz. Alors revenons au riz. On va revenir au riz, parce que vous parlez du riz basmati. Oui. On voit qu'aussi la cuisson a un impact donc très important sur le fait de faire monter l'index. Voilà. Mais le riz, on ne va pas le cuire al dente. Écoutez, voilà. Alors, s'il y a un conseil, une recommandation que je vous donne pour le riz, pour les gens qui aiment le riz, j'en fais partie, c'est d'acheter un rice cooker. Mais un rice cooker de très bonne qualité. Vous avez... alors je sais qu'on ne dit pas de marque, mais je vais quand même en donner. Vous avez la Rolls Absolue, qui est ce rice cooker japonais qui s'appelle Zoiroshi, ou quelque chose comme ça, qui est une Rolls, parce qu'il a un système de vapeur qui fait que donc vous rincez votre riz 5 ou 7 fois. Alors c'est important de rincer le riz pour l'amidon, justement. Oui, pour enlever l'amidon qui est au-dessus. On le rince bien, et puis souvent on ne sait pas où il a été stocké quand même, le riz. Il vient dans des sacs de 50 kilos, après il est mis dans des petits pochons. Ouais. C'est bien de le rincer 5 ou 7 fois, vous changez l'eau à chaque fois. Ensuite, vous le mettez dans le rice cooker. Et là, si vous voulez le faire al dente, vous pouvez mettre, au lieu de couvrir avec 1 cm d'eau au-dessus du niveau du riz, vous le mettez juste à fleur. Voilà. Et vous mettez un programme court sur un Zoiroshi et vous avez un riz extraordinaire. Et le riz, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Alors, la pire des choses, c'est dans les sushis. Parce que dans les sushis, il est fait... Tout le monde pense que les sushis, c'est régime. Alors, je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est comme ça. Sashimi, oui. Sashimi, oui. Mais sashimi, c'est que le poisson. Sushi, vous avez le riz. Le riz, il a été préparé 2 jours avant. Il a été... Souvent, on met un peu de liant pour qu'il colle. Parce que vous avez vu comment il colle, le riz. Mais il a un index glycémique... il doit être au moins à 80-90, l'index glycémique du riz de sushi. Donc, si vous voulez faire des sushis, à la limite, vous savez ce que vous faites ? Vous les faites vous-même. C'est-à-dire, vous achetez vos sashimi, vous les coupez un truc, et vous mettez votre riz qui sort d'un bon rice cooker, soit européen, soit japonais. Vous voyez ? Ça veut dire quoi ? Vous faites la tête ? Pourquoi vous faites la tête ? Non, je ne fais pas la tête. Vous faites la tête. Non, vous dites, vous faites les sushis vous-même. Non, je veux dire simplement... Vous avez la technique. Si vous avez la technique, docteur Alouche. Non. Si vous voulez perdre 3 kilos, il va falloir que vous bossiez un peu. Je voudrais bien en perdre 5, donc voilà. En plus, c'est pas... Il faut, vous savez, il y a 3 mots pour moi. Il y a 3 mots importants que je donne à mes patients. C'est organisation, logistique et routine. Organisation, il faut prévoir les séances d'exercice physique.
Ne rêvez pas, vous ne perdrez pas de poids durablement si vous ne renforcez pas votre force musculaire. D'accord ? Je vous rappelle qu'1 kilo de muscle brûle 30 calories par jour sans bouger. Donc ça, c'est une règle absolue. Organisation, comment je peux mettre ces 3 séances où je vais mouiller ma chemise et je vais faire marcher mes muscles. Je rappelle qu'un homme et une femme normalement constitués a entre 70 et 80% de ce qu'on appelle la masse maigre, c'est-à-dire des organes, des os et des muscles. D'accord ? Imaginez une entreprise où 80% des gens ne foutent rien. Vous avez quelques petits problèmes sociaux. Alors, j'aurais du mal à imaginer une entreprise où 80% voilà. sont... Et bien pourtant tous les gens qui ne font pas d'exercice sont des gens qui ne font pas travailler 80% de leur corps. Voilà. Deuxièmement, la logistique. Il faut tout à la maison. Les courses, c'est extrêmement important pour qu'il y ait tout à la maison. Et on prépare. Si on veut perdre 3 kilos, si on mange au self ou si on mange dehors, on n'y arrivera pas. Donc il faut préparer un Tupperware qui ferme bien, qui est bien clos. On a préparé sa salade mixte, on a mis de la protéine, on a mis du poulet ou des sardines égouttées ou des crevettes. On a mis ce qu'il faut pour ça et un petit fromage blanc pour finir avec un peu de cacao en poudre Van Houten. Voilà, pour pas donner de marque. Non, c'est comme le rice cooker. Voilà, c'est comme le Van Houten. On en trouve encore du Van Houten ? Vous savez pourquoi ? Parce que oui, on en trouve ou pas ? Oui, monsieur, moi j'en trouve. Moi, c'est bon. Voilà. Pourquoi ? Parce que dans le chocolat, qu'est-ce qu'il y a dans le chocolat ? Vous avez du gras, du sucre, un peu de magnésium, et vous avez surtout des alcaloïdes. Vous savez qu'il y a une dépendance physique au chocolat. C'est-à-dire qu'on en a besoin. Vous pouvez... Il y a des gens, le soir, s'ils se couchent sans leur chocolat, ils deviennent fous. Et simplement parce qu'il y a et si vous arrêtez le chocolat 3-4 jours, vous verrez, vous aurez des syndromes de manque. Voilà. Et donc, dans le cacao en poudre Van Houten, vous avez les alcaloïdes. Donc ça, c'est deuxième mot clé, c'est la logistique. Donc la recette du docteur Alouche, c'est de rajouter une cuillère donc, de il faut bien mélanger parce que c'est très pulvérulent et ça se mélange pas très très bien. Voilà. Troisièmement, c'est la routine. Manger à heure fixe, toujours à heure fixe, à plus ou moins 30 minutes. Vous mangez à 2 heures parce que vous travaillez dans un magasin, parce que entre midi et 2 heures, c'est le coup de feu. Mangez à 2h30, mais tous les jours, mangez à 2h30. Et il faut le foie, qui est quand même l'organe qui va réguler toute votre glycémie, parce que tout ça, au fond, c'est pour réguler la glycémie et éviter de stocker sous forme de graisse, soit dans les adipocytes, soit dans le foie. Eh bien, tout ça, ça revient à avoir une vraie routine, parce que le foie adore la routine. Et il y a une publication très intéressante qui a été faite dans Hépatologie, c'est une revue scientifique des hépatologues internationales, qui a montré qu'en fait, on sait aujourd'hui que le foie se régénère la nuit entre minuit et demi, 1h et 3h du matin. Et pendant ce temps, il fait autre chose. C'est extrêmement... J'ai un poster, là, ils ont fait un poster extrêmement intéressant. Dans notre cycle circadien. Exactement. Bah, le foie, à minuit et demi, il ferme la boutique et il augmente de volume. Mais qu'on soit couché, enfin, si on est éveillé. Non, il faut que le noyau suprachiasmatique, c'est-à-dire ce qui règle le jour et la nuit dans votre cerveau, soit fermé, que pour soit donc bien la nuit. Il faut qu'on soit allongé. Exactement, et qu'on dorme. Et le foie travaille. Et il y a le foie qui travaille et la flore bactérienne qui travaille et qui se nettoie. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que le sommeil entre minuit et demi et 3 heures du matin, 4 heures, est fondamental. D'ailleurs, ça ne nous a pas échappé, 4 heures. Comme les cycles dans la marine. Vous savez que des cycles dans la marine, de veille, c'est 4 heures. Toujours 4 heures. Donc ça fait 2 cycles de sommeil en gros. Voilà, exactement, 2 cycles de sommeil. Donc voilà, donc le foie, c'est quand même lui qui stocke, quand il peut plus stocker, quand vous ne pouvez plus grossir, eh bien il stocke le sucre sous forme de triglycérides, ça vous a pas échappé, triglycérides, s'il peut plus les stocker dans vos adipocytes, c'est-à-dire dans votre abdomen, dans vos cuisses, dans votre visage, dans vos bras, eh bien il va le stocker où ? Il va le stocker chez lui, dans sa propre matrice. Et ça s'appelle le début du foie gras. Et c'est le début de la NASH. Donc vous voyez comment on part de l'index glycémique, qui est quelque chose d'assez, au fond, conceptuellement assez simple, jusqu'à le potentiel début de ce qu'on appelle la NASH, la non-alcoolique stéatose hépatique. Aujourd'hui, il y a des possibilités de détecter ça. On fait une échographie, on va vous dire stéatose. Stéatose, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut, c'est mesurer le niveau de stéatose. C'est pour ça que moi, je suis un grand militant pour, vous savez bien, le fibroscan, l'astométrie. Et vous avez la machine, hein. Vous êtes fait parmi ceux qui... Oui, parce qu'avant, c'était qu'à l'hôpital. Ouais. Et on est 2-3 à Paris à avoir une machine. Et ça, pour moi, c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est l'équivalent comme si on faisait une ponction biopsie du foie et on regarde quel est le niveau de stéatose. Parce que quand on vous dit stéatose sur une échographie, il y a des gens pour qui la vie va s'arrêter, mais le foie, ils vont commencer à taper Internet. Alors là,
les malheureux, ils vont péter de trop, ils ne dormiront pas entre 1h et 4h du matin parce qu'ils auront trop peur. Mais quand on fait un fibroscan, j'en ai apporté un, on voit le niveau, vous voyez, à gauche, c'est le niveau. Alors là, vous êtes en train j'explique à ceux qui nous écoutent que vous êtes en train de le montrer sur la vidéo que vous aurez sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc là, vous montrez le fibroscan. Voilà. À gauche, le bleu, c'est le niveau de gras dans le foie. Ouais. Et là, c'est un niveau normal. D'accord. Et là, c'est le niveau de fibrose, c'est-à-dire qu'à un certain moment, le foie ne supporte plus d'être encombré et il se met à se protéger, il se protège mal, il se fibrose. Et quand il se fibrose, c'est le début des ennuis. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir ces deux chiffres parce que vous avez des patients que vous pouvez largement rassurer en disant voilà. Et puis un troisième facteur pour être scientifiquement totalement transparent, c'est ce qu'on appelle les ALAT, c'est-à-dire les transaminases, c'est une prise de sang qui vous permet de savoir si au-dessus normalement c'est en dessous de 35 ou de 50, ça dépend des laboratoires, mais on sait qu'au-dessus de 20-25, c'est une indication de souffrance hépatique. On a fait une émission avec le docteur Réginald Alouche sur la nage, donc vous pourrez voir, il y a le podcast et vous avez également la vidéo de l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM, donc vous pouvez la regarder, on en reparlera parce que je sais que vous avez été très nombreux à redemander une émission sur le sujet. Oui, parce vous avez vu l'affiliation sucre-NASH, c'est pas automatique, c'est la médecine, c'est compliqué. Notre organisme est un organisme extraordinairement complexe. Et donc, le lien n'est pas obligatoirement facile à faire. Avec le docteur Alouche ce matin, alors c'est vrai que on prépare l'été. Je sais que le docteur Alouche n'aime pas qu'on parle de régime. Non. C'est quelque chose qui vous énerve, ça, qu'on parle de régime? Non, c'est pas que ça m'énerve, parce que ça fait un peu... pas y toucher. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, moi je vous dis, le régime, le problème c'est qu'il est transitoire. Alors que je pense que quand on a un problème de prise de poids, d'abord il faut savoir que la prise de poids, il y a des gens à régime égal qui vont grossir et pas d'autres. Tout simplement parce qu'on a des différences génétiques. Voilà. Il y a 2 siècles, quand l'offre alimentaire était très faible, vous aviez des gens les gens n'étaient pas gros parce qu'il n'y avait rien à manger, en gros. Aujourd'hui, celui qui a été, entre guillemets, favorisé par la nature, c'est-à-dire qu'il est capable d'avaler et de stocker, c'est celui-là qui a eu des descendants il y a 2 siècles. Parce qu'il était capable de survivre à des famines. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit, docteur Alouche, et je vous coupe, pardon, mais je peux manger tout, je grossis pas. Vous y croyez à ça? Il y a des gens qui vous disent ça. Alors, il y a une chose, c'est qu'il y a des gens qui ont un métabolisme de base. D'abord, par exemple, les ados, les enfants en croissance et les ados ont un métabolisme de base très augmenté par rapport à la moyenne. C'est des chaudières. Si vous avez des ados à la maison, vous savez très bien que vous remplissez le frigo, il se vide. Et pourtant, c'est les mêmes, ils sont filiformes. Sauf certains ados qui, eux, sont génétiquement programmés pour prendre du poids et qui vont faire comme leurs frères ou comme leurs sœurs, mais qui, eux, vont prendre du poids. Donc, vous pouvez avoir des fratries de 4 ou 5 avec un enfant qui est bouboule, tout simplement parce que génétiquement, c'était lui l'élu il y a 2 siècles. Aujourd'hui, c'est pas son élection parce qu'aujourd'hui, il grossit, il garde tout ça. Et voilà. Donc, pour ces enfants-là, ce qu'il faut, c'est avoir des habitudes alimentaires adaptées, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il est dans un système. Et il voit des pubs, et les enfants ils ont ceci, ils ont cela, il faut manger ceci, manger cela, il faut aller chez l'Écossais, et puis de l'autre côté il va stocker, et il ne fait pas assez d'exercice physique. C'est qui l'Écossais? Non, je parlais de fast food. Ah oui. Il y a un Écossais quand même. Oui, non, je me demandais, voilà. Alors tout le monde tire sur l'Écossais. La réalité, c'est que l'Écossais, de temps en temps, il n'y a pas de problème. L'Écossais tous les jours, parce que c'est pas cher, c'est pas top. Voilà, c'est tout. Parce que c'est pas assez varié, c'est pas assez frais. Je savais pas qu'il était Écossais, en fait. Quand même, avec un nom comme ça. Je savais pas. Ouais. Voilà. En tout cas, le nom, il est écrit aux États-Unis. Je revois le film avec les frères, d'ailleurs. Extraordinaire réussite. Bon, alors, docteur Alouche, les gens vont dire, qu'est-ce qu'on mange? Par exemple, on a pris l'exemple de la pomme de terre. On ne s'est pas assez arrêté peut-être sur la pomme de terre. L'index glycémique de la pomme de terre est assez important. Oui, surtout qu'elle est cuisinée. On la mange rarement crue. Ça n'arrive jamais. C'est impossible, d'ailleurs. Donc, quand on cuit l'amidon, vous avez compris qu'à ce moment-là, plus on le cuit, plus ça va être du sucre. Donc, vous voyez un peu l'impact de la frite. C'est quoi une frite? C'est de l'amidon cuit, donc les liaisons ont été coupées, qui baignent dans l'huile. Donc, c'est le couple terrible et fusionnel du sucre et du gras. Donc, un plat de frites, de temps en temps, que ça vous fasse plaisir, allez-y. Mais un plat de frites tous les jours, c'est pas possible. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le foie derrière.
C'est le foie qui encaisse ça. Ouais. Le foie, il encaisse ça, il encaisse le jus d'orange du matin, parce que je vous rappelle qu'un fruit, ça se mâche, ça se pèle et ça se mâche. Ça se compote pas et ça se jus. Même si c'est des pommes, hein, la compote de pommes, c'est en index glycémique. On sait que dès qu'on cuit un fruit, on augmente son index glycémique. Voilà, c'est simple. Dès que vous le cuisez, une compote, c'est cuit. Voilà. Je reviens à mes patates. Oui. Revenez à vos patates parce que je sens ça vous. Non, mais parce que vous avez parlé des frites, mais bon, c'est vrai que là, on est quand même dans une période d'été où on peut faire des salades de pommes de terre, par exemple. Oui. Est-ce que l'index glycémique de la salade de pommes de terre est plus bas et le fait qu'elle soit froide, par exemple, est-ce que ça change quelque chose? Oui, si vous voulez vraiment manger votre salade de pommes de terre, votre salade de pâtes ou votre salade de riz, préparez-la la veille et mettez-la au frigo pendant toute la nuit. Après, il y a un processus qui s'appelle la rétrogradation de l'amidon, pour ceux qui veulent aller voir sur Internet. C'est en fait que l'amidon qui a été chauffé et donc les liaisons ont été coupées par la température, parce qu'on l'a fait subir un traitement thermique. Eh bien, lorsqu'on le met au frigo, presque miraculeusement, l'amidon se reconstruit et donc son index glycémique va baisser. Ce n'est pas un index glycémique très bas, mais en tout cas, vous avez gagné 30 à 40% sur l'index glycémique. C'est pas mal. Donc, voilà. Mais ça veut dire, encore une fois, organisation logistique. C'est-à-dire qu'il faut y penser. Il faut préparer sa salade la veille, il faut la mettre au feu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous voulez vous occuper de vous, il faut que vous consacriez du temps à votre santé. Voilà. Et si vous ne le faites pas, ça ne suffira pas. D'autant que, je vous rappelle, on parle d'aliments. N'oubliez pas les séances d'exercice physique. Parce que si vous vous chargez... Tout à l'heure, on a commencé en disant c'est le système de réserve des céréales qui sont plantées dans le sol parce qu'elles ne peuvent pas bouger, donc si elles n'ont pas de réserve, elles meurent. Et bien donc, se charger en réserve de sucre végétal, eh bien, si on ne bouge pas, on ne les brûle pas, eh bien à ce moment-là, on perd la force et l'avantage de ces réserves-là. Parce que je vous rappelle que notre corps, il est fait pour stocker, déstocker, hein, puisque nous étions des nomades, nous vivions par petits groupes, et lorsque d'abord on courait pour pas être mangé par les prédateurs, qui étaient quand même à l'affût des cavernes, parce qu'ils se disaient tiens, il y a de la viande fraîche sur pattes, et on courait après eux pour manger les herbivores, et voilà. Donc il faut comprendre que pendant des mois on déstockait parce qu'on n'avait pas de réserve, hein. Y a des animaux d'ailleurs qui ont décidé d'hiberner. Qu'est-ce que c'est l'hibernation? C'est de dire en hiver j'ai rien, c'est même pas la peine. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. Donc je baisse mon métabolisme, je régule ma température, parce que il faut que le thermostat reste bon pour mon cerveau. Je me mets dans une tanière qui est assez chaude, et puis j'attends le printemps où l'alimentation revient. C'est ça. Nous, on ne peut pas hiberner. Donc, comme on ne peut pas hiberner, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On déstocke ce qu'on a stocké pendant le printemps et l'été. Dans les légumes verts, est-ce qu'il y a des index glycémiques? Oui, alors il y a des légumes qui sont plus ou moins riches en sucre. Ouais. Mais en gros, le légume, c'est de l'eau et des fibres et un peu de sucre. Donc, les légumes, c'est open bar. Vous pouvez y aller. C'est vraiment de la santé pure, quoi. Voilà, c'est de la santé pure, les légumes. Il faut des légumes à tous les repas. Aubergines aussi. Ouais. Et les tomates, on dit oui, mais vous comprenez, c'est un agrume. Alors voilà, je fais avec un agrume. Voilà, faites bien l'agrume. Je fais bien l'agrume. Mais la tomate, c'est beaucoup d'eau, des vitamines, des fibres, et puis un peu de sucre. C'est vrai, mais bon, ce sucre-là, franchement, on ne le verra pas, il ne sera pas au rendez-vous. Alors quand elle est cuite, ça monte un peu quand même. Bah, quand c'est cuite, ça monte un peu. Mais bon, vous n'allez pas vous réveiller la nuit, manger des tomates. Donc la tomate, on peut, c'est un faux. Les carottes, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur les carottes. Alors, les carottes, l'index glycémique cru est bas, très bas. Et quand elle est cuite, elle monte. Mais ça reste dans les alentours de 50-55. Donc voilà, c'est pas la peine de se noyer sous les carottes cuites. D'ailleurs, cru, c'est très très bon, hein, et c'est du bêta-carotène, donc ça donne un bon teint. Mais voilà, je pense qu'il faut pas rentrer là-dedans, parce que si on rentre là-dedans, on devient complètement obsessionnel. En gros, les légumes, quels qu'ils soient, vous pouvez y aller. À un moment, on a même dit la betterave. Vous savez, la betterave. C'est sucré, la betterave. Oui, mais il y a deux betteraves, hein. Il y a la betterave légumes et la betterave sucrière, qui fait le sucre. C'est pas les mêmes, hein. Mais celle qu'on mange. Celle qu'on mange, vous pouvez la cuire, en manger un peu, ça va pas vraiment changer l'index glycémique de la betterave, 65, je vois. 65, voilà. Bon. Ouais.
Mais vous n'allez pas en manger des quantités astronomiques. Donc au-dessus de 50, c'est beaucoup quand même. Enfin, 55. 55. Ouais. Si vous voulez, vous avez une échelle qui est 0 à 50-55, c'est faible. 55 à 70, c'est moyen. Au-dessus de 70, c'est élevé. Voilà, c'est ça. Donc si vous pouvez dans une journée manger principalement à 80% ou à 70% des faibles, vous pouvez avoir 10% de moyen, et l'élevé, il faut que ce soit de temps en temps. Vous savez, on a parlé tout à l'heure, hors micro, des glaces, par exemple. Les glaces ont un index glycémique très élevé. Et les glaces, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est ? C'est comme la frite. C'est du sucre et du gras. Voilà. Donc, si vous mangez du sucre et du gras, c'est la meilleure façon. Le Magnum, par exemple. Le Magnum, c'est du sucre et du gras. Mais le Magnum, une fois par semaine, ça, c'est pas un problème. Le Magnum tous les jours, c'est un problème. D'ailleurs, les gens de l'industrie qui font les esquimaux ont tout à fait compris. Ils font des tout petits esquimaux. Maintenant, oui. Voilà, ils font des tout, parce qu'ils ont compris qu'au fond, la demande de la clientèle, c'était une demande sur des choses plus raisonnables. Le problème, c'est que quand on est obsédé par le chocolat, la glace, quand on en a un petit, en général, on en mange deux, et ainsi de suite. Parce que c'est l'offre qui crée la demande. Si vous achetez beaucoup, vous mangerez beaucoup. Ça, c'est une règle absolue. Faites une photo de votre réfrigérateur, et on peut vous dire si oui ou non, vous allez perdre du poids. Voilà. Donc il faut faire ses courses le ventre plein, pas le ventre vide. Quand on fait les courses le ventre vide, ça c'est significativement prouvé. On va acheter plus que si on a le ventre plein. Voilà. Quand on a le ventre plein, on a moins d'envie. Quand on a le ventre vide, on a des envies. Voilà. Bien. Donc ça c'est un on est un animal pensant. Et on a des sentiments. Dans une journée, on est fatigué. On se dit, allez, tiens, je vais manger un petit truc, je vais me faire du chocolat, du machin. Vous savez, ce qui est très, très important, moi, je donne ce conseil. Quand vous avez des fringales, vous avez beaucoup de gens qui ont des fringales comme ça, surtout en ce moment, avec la crise que nous vivons, il y a, les gens sont chez eux. Quand on est chez soi, c'est beaucoup plus compliqué de ne pas aller grignoter. Pour ça, prenez des amandes non salées, non fumées, sans la peau, et mangez-les comme si vous rongiez les ongles. Vous savez, comme ça, en les grattant. Ça va créer un leurre pour votre cerveau, et votre cerveau va se dire, tiens, j'ai grignoté. Il faut jouer avec soi, parce que votre cerveau n'est parfois pas votre ami, parce que vous avez une angoisse, que ce soit une angoisse professionnelle, familiale, et vous avez besoin de la calmer. Pensez-y. L'avocat. L'avocat, c'est super, l'avocat. C'est du gras, mais du bon gras. Et c'est. Mais d'accord, mais en index. En index glycémique, non, il est bon l'avocat en index glycémique, oui. Et puis un demi-avocat, n'en mangez pas un, mangez un demi. Mettez un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de colza, salé poivré, avec un petit peu de vinaigre de cidre. D'accord. Alors pour les fruits, parce que là effectivement c'est vrai qu'on... ça c'est l'époque des fruits. On rentre dans la saison, les fraises, les cerises arrivent aussi. Alors les cerises... On est calmé par le prix, donc au moins ça va. Oui, mais en dehors, disons que vous avez les moyens. Le problème des cerises, c'est qu'on ne sait pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'on en mange beaucoup. Les cerises, c'est comme le raisin. Alors, il y a 3 fruits avec lesquels il faut avoir une relation, 4 fruits avec lesquels il faut avoir une relation distanciée. La date, parce que la date, c'est extrêmement riche en calories. Vous savez que vous pouvez traverser le désert avec des dattes, de l'eau et du sel. Voilà. 70 en index. La date, la banane, parce que la banane bien mûre, elle a de l'amidon. C'est un fruit qui a de l'amidon, en plus du fructose. Parce que vous savez qu'il y a le fructose dans les fruits. Les cerises, parce qu'on est incapable de mesurer la quantité, et le raisin, parce qu'il est extrêmement sucré, il est très riche en fructose. C'est pareil aussi, le raisin, on a du mal à se connaître sur le raisin. Et sachez que n'oubliez pas que le fructose n'est pas un sucre immédiatement utilisable par toutes les cellules de votre corps. Le fructose doit d'abord être métabolisé, transformé par le foie. Et attention aux salades de fruits, donc ça c'est... La salade de fruits, surtout si on met un petit jus à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire. La salade, c'est jamais... parce qu'on couvre l'acidité, surtout dans certains restaurants, on a des fruits qui sont parfois un truc, on couvre l'acidité en sucrant un peu le jus. Ouais. Docteur Alouche, donc je rappelle le titre de votre livre, La méthode hépatodétox, mincure durablement et sans danger grâce au foie, chez Albin Michel. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Docteur Alouche et merci très belle journée santé sur Beurre FM.